Focus dans ce journal sur ces élèves et étudiants qui choisissent de mettre à profit la période de vacances scolaires. En lieu et place des activités de divertissement, ils s'adonnent plutôt à des activités lucratives, encore appelées job de vacances. Le système éducatif ivoirien renforcé d'un groupe scolaire, l'établissement offert par l'Organisation nationale pour l'enfant, la femme et la famille, a été présenté lundi au ministère de tutelle. Et puis, Ebola poursuit sa course en Afrique de l'Ouest. 1350 morts à ce jour. La communauté internationale se mobilise pour venir en aide aux populations des zones mises en quarantaine. Merci de choisir RTI 2 pour vous informer. Bonjour à tous. De juin à septembre, une période de répit pour les élèves après 9 mois passés sur les bancs des classes. Et pendant ces 4 mois, certains choisissent de voyager pour changer d'air, quand d'autres, eux, optent pour des activités lucratives communément appelées jobs de vacances. Pourquoi donc le choix de chercher de l'argent dans une période réservée au divertissement? Combien gagnent-ils ces jeunes travailleurs d'occasion? Des éléments de réponse avec nos reporters No Sangaré et Marie-Laure Ngoran qui sont allés à leur rencontre. Salif Kamara est étudiant en première année de finance comptabilité. Pour s'occuper pendant les vacances, il choisit le métier de vulcanisateur. L'objectif de Salif, subvenir à ses besoins. On ne peut pas soumettre tous nos problèmes à nos parents, on est obligé de faire quelque chose pour pouvoir s'en sortir. Les problèmes de 10 000 minimum, on peut les régler. Comme Salif Kamara, ils sont nombreux, les étudiants et élèves à travailler ainsi pendant les vacances. Christophe Guégué, Ali Konaté sont tous deux élèves. Mais pour ces vacances, ils sont devenus respectivement gérants de cabines téléphoniques et vendeurs d'habits. Pour eux, ces jobs de vacances leur permettront de contribuer aux charges de la famille pendant la rentrée scolaire. Si je ne fais rien à la maison, et mes amis sont en vacances, donc je préfère venir me distraire ici. C'est pour avoir un peu d'argent pour subvenir à mes besoins. Nous savons que le temps est beaucoup dur, raison pour laquelle je fais ce job de vacances pour aider un peu mon papa, pour payer un peu la fourniture de l'année. Ne pas rester oisif, s'occuper sainement pendant les vacances en s'adonnant notamment aux activités lucratives. L'initiative des jeunes est encouragée par les parents. Quelque part, ça permet à l'enfant de prendre conscience et puis bon, de se mettre aussi au travail quand la reprise des classes arrive. Si les enfants là, si tu as vu, ils sont là débrouillés comme ça là, c'est pour chercher quelque chose pour aider les parents quoi. La rentrée scolaire 2014-2015 est prévue pour le 15 septembre. Mais en attendant cette reprise des cours, ces jeunes semblent bien tirer profit de leurs vacances. L'Organisation nationale pour l'enfant, la femme et la famille, cette organisation non gouvernementale vient de faire don d'un groupe scolaire à l'État de Côte d'Ivoire. Il s'agit pour l'ONEF de contribuer au renforcement du système éducatif ivoirien. Cet établissement, situé dans la commune de Cocody, a été présenté en début de semaine au cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Salimatou Dia Graskando. Ce groupe scolaire du nom de Victoria Clembier School a une histoire. Celle de la petite Victoria Clembier qui est allée en France avec sa tante paternelle, puis en Grande-Bretagne pour y recevoir une éducation. Au lieu de cela, elle subit maltraitance et torture jusqu'à ce qu'elle décède. Depuis 2009, cette école a été ouverte en son nom par la Fondation Victoria Clembier Trust et à présent, elle devient une école publique de l'État ivoirien. Victoria Clembier School est désormais propriété de l'État de Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a signé une convention de don avec l'ONEF, l'Organisation nationale pour l'enfant, la femme et la famille. Nous avons voulu la mettre à la disposition du ministère de l'Éducation nationale comme une école publique. Victoria Clembier School est un groupe scolaire composé de 2 bâtiments de 6 classes chacun, d'un bâtiment administratif, de 2 bâtiments de sanitaires, d'un bâtiment polyvalent. Éviter à tout prix le sort qu'a connu la petite Victoria Clembier aux enfants ivoiriens, telle est la motivation de la Fondation Victoria Clembier Trust en partenariat avec l'ONEF afin de permettre aux parents démunis d'envoyer leurs enfants à l'école. L'État ivoirien promet de faire bon usage de cet établissement privé qui devient public. Au nom de Madame le ministre, nous nous engageons donc à faire en sorte que tous ceux qui vont travailler ou fréquenter dans l'école que nous allons continuer à appeler école Victoria Clembier School, que tout ce qui va sortir de cette école soit aux normes de la qualité que nous avons toujours souhaité.
Victoria Clembier School est un groupe scolaire créé en 2007 par les fondateurs de Victoria Clembier Trust. Ce groupe a ouvert ses portes en 2009 avec l'appui du gouvernement ivoirien. Un mot de culture avant d'ouvrir la page internationale de ce journal, et c'est avec la 3e édition du Festival international de contes dénommé Moussokan. Le festival va se tenir à Abidjan du 1er au 12 novembre prochain. Et je rappelle que Moussokan revient sous le thème « Le conte, facteur d'apaisement et de cohésion sociale et d'intégration des peuples » après 5 ans d'interruption. On retrouve Salimatou Dia et Grace Kandio. Prétendre à la main de mes filles. Lui est galeux. Marier mes filles. Non, ça va pas se passer comme ça. C'est reparti pour la 3e édition du festival de contes Moussokan, la voix de la femme à Malinké. Le conte, facteur d'apaisement, de cohésion sociale et d'intégration des peuples, c'est le thème retenu pour cette édition qui donne la voix à la femme. Une vingtaine de conteuses sont donc attendues du 1er au 12 novembre 2014 à Abidjan. Un festival qui va s'étendre dans toutes les communes du district d'Abidjan. Dans le domaine du conte, on ne voit pas les femmes en Côte d'Ivoire. Or, en Afrique subsaharienne et en Europe, les conteuses, il y en a beaucoup. Et c'est ce qui a motivé réellement cette initiative. Et nous allons aller de village en village ébrié. Ensuite, nous allons passer une journée dans chaque commune et dans chaque village. Ce rendez-vous culturel qui prend en compte le rôle des femmes dans le conte est encouragé par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Nous nous battons pour la sauvegarde et surtout la promotion des arts et de la culture, mais particulièrement de nos arts traditionnels, qui sont même, n'est-ce pas, le basique de notre culture d'une manière générale et qui nous permettent, n'est-ce pas, de connaître notre identité, de nous situer justement, n'est-ce pas, à travers le concert des nations. Pour la compagnie Elim Théâtre de Côte d'Ivoire, initiatrice de ce festival, le conte a des valeurs humaines, sociales et économiques qu'il faut préserver pour le développement durable. Et puis cette course effrénée du virus Ebola en Afrique de l'Ouest, selon un dernier bilan de l'OMS, Ebola a déjà fait 1350 morts. 2 quartiers de la capitale Monrovia ont été placés en quarantaine. Hier, des habitants d'un de ces quartiers mécontents se sont heurtés à la police locale. Bilan, 4 blessés par balle. Pendant ce temps, la communauté internationale se mobilise pour une aide humanitaire aux populations des zones mises en quarantaine. A priori, tout semble normal dans les rues de Freetown en Sierra Leone. Pourtant, avec le développement d'Ebola, les risques de pénurie augmentent. Certains comtés sont mis en quarantaine, les policiers établissent des barrages et empêchent l'accès à certaines zones agricoles. La viande de brousse est toujours fortement déconseillée. Pour éviter la crise alimentaire, l'Organisation mondiale de la santé intervient. Pour éviter plus de contamination d'Ebola, il est crucial, il est essentiel que les gens dans ces zones aient accès à la nourriture, à l'eau, à une bonne situation sanitaire, ainsi qu'à d'autres objets basiques. Au Libéria, mais aussi en Sierra Leone et en Guinée, le Fonds alimentaire mondial affirme qu'il nourrira à terme 1 million de personnes. Les employés de l'organisation sont déjà à l'œuvre dans les 3 pays. Les opérations sont très intenses et nous comptons accélérer quand les besoins augmenteront. Si nous allons dans un autre pays, vous verrez que les mêmes opérations s'y déroulent. Nous voulons anticiper les problèmes et non pas attendre pour réagir. Les régions mises en quarantaine sont les premières bénéficiaires du fonds alimentaire. Par définition, les habitants ne peuvent en sortir. Impossible donc pour eux de se nourrir sans aide du programme alimentaire mondial. Au Sierra Leone, l'organisation prévoit une aide pour un peu moins de 10% de la population. Notre objectif est de servir 400 000 bénéficiaires, car nous savons que l'épidémie d'Ebola a affecté les moyens de subsistance des Sierra-Léonais. Nous pensons même qu'une fois l'épidémie contrôlée, il y aura une pénurie alimentaire. Pour l'heure, les pays touchés par Ebola ne connaissent pas encore de pénurie, mais la vigilance est de mise pour endiguer toute aggravation de la situation. Sachez également que le coordinateur de l'ONU pour Ebola, David Nabarro, débute ce jeudi une tournée en Afrique de l'Ouest. C'est la guerre des mots et le retour des combats entre Israël et le Hamas.
Israéliens et Palestiniens s'accusent mutuellement de la rupture du cessez-le-feu. Depuis mardi, au moins 9 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza. Alors que la trêve devait expirer mardi à minuit, des roquettes ont été tirées de Gaza vers le sud d'Israël. En représailles, le Premier ministre israélien a ordonné à l'armée de riposter. 6 personnes, dont 3 enfants, ont été tuées mercredi matin dans un immeuble dans la bande de Gaza, résidence de Mohamed Def, le chef de la branche militaire du Hamas. Sa femme et un de ses enfants sont parmi les victimes. Un raid effectué sans avertissement préalable. Quand le premier missile a explosé, j'étais chez moi avec ma famille. C'était des avions F-16. Il y a eu 6 ou 8 missiles. C'était un déluge de missiles lancés sur nous sans avertissement. C'est toute une famille qui est décédée. Le mari, 2 enfants et la femme qui était enceinte. C'est toute une famille que l'occupation israélienne a ciblée volontairement. Israël a justifié le raid de l'aviation sur Gaza. L'objectif était de liquider le chef militaire du Hamas. Le Premier ministre israélien ne s'interroge pas sur l'origine des tirs des roquettes. Hamas ou djihad islamique, cela ne fait pas de différence pour l'État hébreu. Le Hamas a toutefois revendiqué le tir sur Tel Aviv. Pour les négociateurs palestiniens du Caire, Israël est le seul responsable. Netanyahou et Israël ont annoncé la fin des négociations au médiateur égyptien. C'est la preuve que tout cela a été prémédité pour détruire la trêve. La totale responsabilité de tout ça incombe à Israël. Les négociations sont impossibles parce que les points de vue d'Israël et du Hamas sont trop divergents et inconciliables. Démilitarisation d'un côté, fin du blocus de l'autre, un dialogue de sourds où l'on n'entend que le bruit du canon. En attendant, ce sont encore les habitants de la bande de Gaza qui sont obligés de subir et de fuir les bombardements à la suite de cette nouvelle trêve brisée. Et puis, cette nuit a été marquée par de nouveaux échanges de tirs. Parmi les victimes, la femme et le bébé de 7 mois du chef militaire du Hamas, Mohamed Deif, mais aussi 3 chefs du Hamas tués. Et enfin, une nuit d'accalmie à Ferguson après 12 jours d'émeutes provoquées par la mort d'un jeune Américain noir par un policier. Selon la police, seulement 6 personnes ont été arrêtées mercredi soir contre 47 mardi. Nouvelle nuit de protestation à Ferguson, en banlieue de Saint-Louis, ce mardi. Pour la première fois en 10 jours, l'ambiance est restée pacifique. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées jusqu'aux environs de minuit, début du couvre-feu décrété par le gouverneur du Missouri. Les manifestants demandent toujours la justice pour Mike Brown, cet adolescent noir abattu par un policier. Ce retour au calme reste très relatif. La police a annoncé avoir procédé à 47 arrestations et saisi 3 armes sur des protestataires mardi soir. Plus tôt dans la journée, à Saint-Louis, des policiers ont abattu un homme qui criait « Tuez-moi maintenant » et les menaçait, armé d'un couteau. Et cette brève avant de refermer ce journal, James Foley, c'est ce journaliste américain de 40 ans, enlevé en novembre 2012 en Syrie par l'État islamique, dont la nouvelle de l'exécution sommaire provoque une vague de réactions au sein de la communauté internationale. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité sur RTI2. Je vous retrouve demain pour un autre journal.